La présentation va se donner pour objet très précisément les témoignages que les enfants de Harki ont consacrés au camp consécutif à la guerre d'Algérie, camp appelé avec, sans ironie d'ailleurs, mais il pourrait y en avoir, par l'administration centre d'accueil ou bien hameau forestier dans un certain nombre de ces cas, ou bien encore, pour ce qui devait être simplement une première phase, les camps de regroupement. Quelques précisions d'histoire. Jean-Jacques Jordi a souligné dans De l'exode à l'exil, rapatrié pieds noirs en France, l'ampleur des mouvements de population sur lesquels la guerre d'Algérie s'est achevée. Plus d'1,5 million de personnes de 54 à 64 sont concernées par un mouvement hétérogène dit de rapatriement, sans parler des autres migrations. Mouvement de rapatriement, d'ailleurs, au prisme duquel on a pu analyser les faiblesses, voire, dans certains cas, la défaillance absolue du gouvernement dans le domaine, précisément, de ce qui a été appelé le rapatriement. Dans ce mouvement, les populations dites de Français musulmans rapatriés sont concernées, donc, avec les populations pieds noirs, par ce qui est ressenti très clairement à la fois comme un exode et un exil, pour reprendre les termes du titre de Jean-Jacques Jordi. Ces populations font spécifiquement l'objet donc d'un rapatriement, c'est le terme administratif, pris en charge avec des manquements importants par l'État. Alors, comme Annette Becker a souligné ce matin un certain nombre de particularités linguistiques des mots employés, dans le cas des mots employés pour la guerre d'Algérie, pour désigner ces communautés et les modes de leur déplacement, il est évident que le mot rapatriement est tout à fait impropre, puisqu'il suppose à la fois l'idée d'une patrie et celle d'un retour au pays qui ne fait pas réellement sens, précisément, pour ceux qu'on a fini par appeler de manière générique les Harkis, terme métonymique aussi impropre, c'est-à-dire que c'est une catégorie en réalité des populations concernées, aussi impropre que celui de Français musulmans rapatriés, mais dans lesquels les enfants de Harkis, puisque c'est d'eux que je vais parler, ont fini par se reconnaître néanmoins, en tous les cas ils l'ont adopté, tout en soulignant la souffrance liée aujourd'hui encore à cette appellation. Donc toutes les ambiguïtés politiques et toutes ces impropriétés lexicales sont révélatrices d'une histoire particulière où le rapatriement est dans le même temps effectivement exode et exil, comme le souligne dès 62 le Bachaga Boualam dans Mon pays la France. La citation que vous avez met en évidence l'impropriété du mot rapatrié pour des gens qui sont effectivement traités en étrangers, finalement la France fait figure d'amère patrie et que l'appellation réfugiés d'Algérie eût été dans le contexte plus adapté. Alors ajoutons à la complexité de l'histoire de ce rapatriement les égarements bien sûr des décideurs politiques, l'abandon et le massacre en Algérie les chiffres sont très variants d'une communauté à l'autre et d'un chiffrage à l'autre, mais on se reconnaît à considérer qu'au moins 153 000 Harkis, familles comprises, parfois ont été massacrées et seuls 20 000 Harkis et leurs familles ont pu effectivement regagner la France, rapatriés très souvent à regret, contre la volonté des décideurs, puisque ce sont parfois des militaires français qui, désobéissant aux ordres du général de Gaulle et de Louis Joxe, alors ministre des Armées, ont organisé ce mouvement qui leur permettait un refuge en métropole. Alors, tandis que les pieds noirs, arrivés en France, verront, avec les difficultés qu'on connaît bien évidemment, mais des logements réquisitionnés parfois, les Harkis sont parqués dans des camps, souvent de tentes, comme à Rivesaltes, sur le plateau de la Lozère, à Bourg-Lastic en Auvergne, à Rivesaltes, donc à Bias, où certains, et c'est la particularité qui concerne cette fois les enfants, resteront avec leur famille jusqu'en 75. Ce qui fait que certains enfants ont pu grandir, naître parfois et grandir, quitter le camp d'ailleurs pour ceux qui étaient nés en Algérie, vraiment adultes. Donc ce contexte historique m'a semblé relever de manière tout à fait adéquate de la thématique proposée dans le cadre de cette journée d'études. Il s'agit bien d'une situation de déplacement et d'exil, situation concrète où se noue un rapport complexe, tel qu'il a été précisé dans l'argumentaire, avec le champ politique et social, impliquant ce qui a été appelé finalement de la manière la plus adéquate une relégation
mais qu'on peut considérer également comme une forme d'internement dans la mesure où effectivement cette relégation n'était pas choisie dans la plupart des cas et réellement subie par des instances administratives. Donc une forme d'internement qui ne dit pas son nom, sous la responsabilité d'un État et à la source de contraintes manifestement imposées. Et il s'agit bien effectivement de retirer durablement la population, une population de la visibilité publique, de lui faire perdre ses repères et ses cadres sociaux, de la priver de droits communs. Il s'agit bien également, et on peut penser en matière d'éducation notamment, de mettre en place des structures parallèles d'assistance, de prise en charge en particulier des enfants. Alors je ne vais pas préciser toutes ces questions qui sont d'ordre plus social et historique, pour en venir plus précisément donc au point de vue duquel se placent ces recherches. Donc j'aimerais aborder cette question du point de vue plus particulier qui est celui du programme donc Enfance, Violence, Exil dont a parlé Philippe, programme qui s'est donné pour objet plus généralement au-delà du cas des harkis de collecter des fonds relatifs à l'expérience de la guerre et de l'exil, et ces fonds touchant à la représentation de la violence subie par les enfants. Il s'agit, dans la lignée des travaux inaugurés par Stéphane Audouin-Rousseau, en particulier sur les enfants de la guerre de 14, poursuivis par Manon Pignot actuellement, de reconstituer l'histoire de ces violences à hauteur d'enfant. Et c'est bien ce point de vue, l'expression est de Manon Pignot, à hauteur d'enfant, qui constitue la spécificité de cet angle d'attaque. Alors, les documents produits à hauteur d'enfant, vous avez là par exemple une série de dessins qui viennent d'un fonds Bronner qu'on exploite dans le cadre de ce projet, des dessins là d'enfants algériens, ensuite réfugiés en France, dans toutes sortes de situations de migration. Les dessins sont typiquement, bien évidemment, le type de témoignage produit à hauteur d'enfant, qui perçoit la réalité par ce regard-là, avec des particularités propres. Il y a aussi, évidemment, des sources textuelles, dont littéraires, ce qui suppose que, comme dans le cas du témoignage du père de Janine à 14 ans, là, typiquement, on est dans le cadre d'un témoignage d'enfants, alors dont vous avez marqué les distinctions avec le champ littéraire, mais en tous les cas on a un témoignage d'enfants, une source écrite d'enfants, mais il y a aussi, et beaucoup plus fréquemment, des témoignages d'adultes portant leur regard rétrospectivement sur l'enfant qu'ils ont été, avec tous les enjeux évidemment que la rétrospection peut faire jouer sur la prise en considération de la mémoire de l'enfance. Et puis il y a enfin, dans ce programme toujours, tout ce qui correspond aux représentations à destination de la jeunesse, notamment dans la littérature de jeunesse, avec toute la censure évidemment que l'enfant destinataire peut faire peser sur le discours et la représentation. Alors, dans la perspective d'une histoire de l'enfance, cette approche doit permettre d'approfondir notre compréhension de l'expérience des enfants en guerre, en particulier quand ils sont évacués et ou exilés, et ce dans le courant du XXe siècle. Alors, en littérature, plus précisément, qui est mon domaine de mon travail, la question du point de vue infantile peut être appréhendée à travers les théories du narrateur et du personnage, en passant assez rapidement aux remarques qui s'imposent quand on considère des corpus concernant la représentation de l'enfant, on peut dire que l'enfant est clairement privé des fonctions usuelles du personnage de l'histoire et devient très souvent l'incarnation emblématique, en quelque sorte l'allégorie de cette privation. Alors, en reprenant rapidement ces fonctions, la fonction panoramique par laquelle l'enfant peut être support de description, de jugement, de commentaire, peut donner à voir ou à savoir, et sujet du verbe montrer, c'est précisément le point de vue à hauteur d'enfant. La fonction focale, où l'enfant est objet d'attention, d'observation, de description de la part d'autres agents, sujet du verbe être vu, et la fonction dynamique, où l'enfant joue un rôle d'acteur, qui très souvent, d'ailleurs, dans la représentation des conflits, lui a été dénié au profit de la fonction d'une fonction de victime passive. Alors, il serait très très long à montrer, mais on va en voir quelques exemples. Ces fonctions, le point de vue de l'enfant vise à en montrer l'absence, à montrer que finalement l'enfant devient l'emblème de la privation.
Alors des représentations, la particularité de ces représentations testimoniales ou littéraires, alors maintenant je reviens au camp de Harki, auquel j'ai voulu m'intéresser, est d'être rétrospective. Très souvent ce sont des textes rétrospectifs, produits pour l'essentiel précisément par la génération des enfants. On a coutume de dire que les parents, les Harki, pères, parents, n'ont pas parlé et que donc il y a eu comme une délégation de paroles dans cette mémoire précise. Donc des écrits de filiation dont les titres portent souvent la trace, fils d'eux, fille d'eux, enfant d'eux, particularité que l'on retrouve bien évidemment par ailleurs dans d'autres contextes de déplacement, déportation ou exil. Deux exceptions dans ce corpus assez homogène de filiation, ce sont les témoignages de Saïd Ferdi et Brahim Sadouni, respectivement Un enfant dans la guerre et Destin de Harki, qui sont des témoignages tardifs de Harki qui ont été eux-mêmes enrôlés enfants dans l'armée. Et là, évidemment, le point de vue, le contexte de mémoire, les enjeux de réparation également sont clairement mentionnés dans le paratexte, dans le titre, dans les sous-titres, dans les avant-propos. Par exemple, pour Destin de Harki, de Brahim Sadouni, il est indiqué le témoignage d'un jeune berbère enrôlé dans l'armée française à 17 ans. Ces textes sont tardifs, publiés pour celui de Sadouni en 2001, pour celui de Saïd Ferdi, je cherche désespérément la date, 81, et en tous les cas, clairement, au moment où un débat public se joue sur la scène française, dont profite le contexte éditorial, qui s'intéresse à des témoignages qui n'ont pas été pris en considération plus tôt, puisque Brahim Sadouni a publié seul une première version de ce récit, Destin de Harki, dans un livre, Français sans patrie, publié à compte d'auteur, qui, à cette époque, n'intéressait pas du tout l'édition française. Alors, dans ces deux cas qui font exception, puisque là, on a affaire à des témoignages très rétrospectifs, mais à partir d'une expérience directement vécue d'enfants enrôlés comme dans l'armée française. Donc, dans ces deux cas, il n'est pourtant pas question d'expérience des camps, puisque le choix de Brahim Sadouni est d'arrêter, Saïd Ferdi est d'arrêter son récit au moment du départ vers la France, comme très souvent dans ces récits d'arrachement, on a l'image du bateau vers un autre destin, mais le récit s'arrête là. Et dans le cas de Brahim Sadouni, donc lui restera en Algérie jusqu'en février 64, en se terrant, donc ça c'est raconté. Il raconte ensuite le tri opéré au port de Marseille entre les valides qui seront employés comme manœuvre en France et les malades qui seront refoulés vers l'Algérie, mais il n'aura pas vécu lui-même une expérience de camp puisqu'il échappera à ce type de parquage à son arrivée en France, en entrant directement comme manœuvre sur un chantier. Autre cas un peu particulier parce qu'il a fait date, c'est la fiction qui évoque le sort des Harkis, le Harki de Meriem de Mehdi Cheref, publié en 1989, et qui évoque l'enfance et le passé d'un père, Azedine, dont le fils, Selim, a été tué dans une cité de Reims et qui revient sur son histoire. Donc là, le point de vue fictionnel et celui du père, Azedine, est évoqué à l'arrivée en France la vie dans les cités et bidonvilles de Rouge-Terre et de Beson, mais non à proprement parler la vie en camp. Il faut noter d'ailleurs que Mehdi Cheref, romancier et cinéaste d'origine algérienne, n'est pas en outre lui-même un fils de Harki, et son roman se situe dans le domaine de l'exploration imaginaire d'une identité. Alors les autres représentations du rapatriement et de la relégation des Harkis, extrêmement nombreuses, dont les publications se multiplient dans ces dernières années, relèvent quant à elles toutes de la génération des enfants, avec trois auteurs femmes emblématiques à différents titres. D'abord Fatima Besnassi Lankou, qui a écrit Fille de Harki, pour reprendre le bandeau, qui était une critique, une recension de Jean Daniel, le bouleversant témoignage d'une enfant de la guerre d'Algérie, donc Fille de Harki est paru en 2003, suivi d'un ouvrage récent, Des vies, 62 enfants de Harki racontent, paru en 2010,
Alors, on voit très bien, avec Fatima Besnassi-Lankou, comment les titres eux-mêmes marquent le passage d'une expérience personnelle, racontée à la première personne, fille de Harki, à un titre qui prend d'abord, comme elle l'indique elle-même, une date de naissance symbolique, 1962, pour proposer 62 témoignages d'enfants de Harki, et qui en outre se donne évidemment comme dans sa volonté de porter le témoignage d'une génération, donc de passer de l'individu à un texte qui puisse porter cette mémoire générationnelle. Alors, il y a également une abondante iconographie de photos d'enfance qui vient évidemment soutenir ce projet, et les témoignages sont classés de manière assez symptomatique par camp. Les familles au camp de Rivesaltes, les familles au camp de Saint-Maurice-l'Ardoise, les familles au camp de Bourg-Lastic, les familles au camp de Bias, les familles dans d'autres lieux. Donc il y a quand même cette volonté de répondre effectivement à la représentation de l'enfance dans les camps. La seconde auteure, Dalila Kershouch, auteure du témoignage familial assez similaire à celui de Fatima Besnassi-Lankou, Mon père se Harki, en 2003, s'engage quant à elle dans un second temps dans la fiction avec Leïla, avoir 17 ans dans un camp de Harki en 2006, fiction qui a été librement inspirée du téléfilm Harki, réalisé par Alain Tasma, production récente, qu'elle a coécrit avec Arnaud Malherbe. Donc l'itinéraire de son héroïne, Leïla, âgée de 17 ans, débute à l'incipit du roman par une errance de camp en camp. Et en annexe du roman figurent, comme autant d'attestations de vérisme, des dédicaces familiales et les fameux règlements et lois concernant le camp de Bias, 1963-1975. Alors la différence entre ces deux auteurs, c'est que Fatima Besnassi-Lankou a une mémoire algérienne, elle est née en Algérie, elle a vécu une dizaine d'années en Algérie avant l'évacuation, alors que Dalila Kershouch est née dans les camps et que la mémoire antérieure est née, même après elle est née en 75, et la mémoire est celle de sa famille, de ses frères et sœurs en particulier, de ses parents bien sûr. Troisième auteur, Zaya Rahmani, dont les récits et romans, Mose en 2003, Musulmans romans en 2005, France récit d'une enfance en 2006, présentent la particularité d'inscrire l'histoire familiale dans une écriture alors réellement littéraire, qui s'interroge sur elle-même, du témoignage. L'épigraphe apocryphe de France récit d'une enfance situe l'entreprise de l'auteur en ces termes, je la cite, « Recourir en ce cas au jeu ne serait-ce pas, pour lui, la seule fiction possible ?» Donc Mose, en particulier, est donné comme une enquête qui fait suite au suicide du père Harki de la narratrice, qui se trouve être le père effectif de Zaya Rahmani, un 11 novembre, après un salut au monument aux morts. Et cette enquête s'inscrit dans l'idée d'élaborer une fiction, la fiction d'un dialogue entre l'enquêtrice et la narratrice. J'y reviendrai un peu plus tard. Quant à Musulmans romans, la précision générique roman, inscrite dans le titre même du roman, indique cette volonté de se placer dans le terrain, sur le terrain littéraire. Et en ce qui concerne Musulmans également, une épigraphe, une double épigraphe est donnée, passant par deux textes, donc Faux de John Maxwell Coetzee et Moby Dick d'Herman Melville. Pour la première de ces fictions, de ces épigraphes, ce qui est indiqué, c'est vraiment une réflexion précisément sur l'impossibilité de l'écriture à travers l'image de la langue coupée. Vous l'avez, à moins que ta langue n'ait pas été coupée, mais simplement fendue par une incision aussi nette que celle d'un chirurgien, faisant couler peu de sang, mais rendant la parole à jamais impossible. Ou mettons que ce qui fut coupé, ce furent les nerfs qui mettent la langue en mouvement et non la langue elle-même, les nerfs qui sont à la base de la langue. Alors dans l'ensemble de ces témoignages, la question du point de vue est particulièrement importante. Les actants témoignant à des titres divers de leur enfance dans les camps sont inscrits, voire englués, jusque dans leur écriture, comme l'indique ici Zaya Rahmani, dans une filiation qui coupe littéralement la langue, et ils se déclarent très souvent, même dans un témoignage simple, dépourvus à l'origine des fonctions propres du narrateur, du témoin, ou plus encore de l'acteur de l'histoire.
Alors, je voudrais maintenant, assez rapidement, pour des questions de temps, évidemment, analyser quelques traits caractéristiques de ces représentations par un inventaire, dont les exemples seront plus développés dans la version écrite. Alors, le premier trait, évidemment récurrent, est la mention du camp déplacé. En effet, pour les enfants nés avant 1962, la représentation du déplacement et de la relégation parcourt déjà l'évocation de l'Algérie. Durant la pacification, les descriptions des mechtas brûlés, des départs forcés des douars précèdent celles des regroupements de population dans ce que Saïd Ferdi appelle les camps de la honte, ces baraquements encerclés par plusieurs réseaux de barbelés, comme le souligne d'ailleurs l'analyse de Bourdieu et Sayad dans le déracinement et donc les lignes qu'il consacre à cet arrachement premier. Et les deux concluent, ce déplacement de population est parmi les plus brutaux qu'ait connu l'histoire. Donc cet espace de relégation initial sur le terrain algérien se prolonge effectivement dans l'exil des Français musulmans rapatriés, victimes donc d'une immigration de guerre. Et lors de son voyage en Algérie, Dalila Kerchouch, dont je vous ai dit qu'elle n'était ni née en Algérie ni même dans les camps, qui se définit néanmoins comme une fille du camp, établit de manière explicite le lien entre les deux pratiques de parquage de population. Vous avez la citation, les millions de paysans enfermés d'un côté et enfermés du côté français, enfin à leur rapatriement, et pendant la guerre, le parquage des Algériens dans les camps. L'enfance parquée relève donc d'une figuration, j'allais dire presque originelle, qui prend ses sources en Algérie et récurrente. Et c'est donc comme un souvenir d'enfance qui intègre, avant même l'enfance parfois, dans le cas de Dalila Kerchouch, avant la naissance, une mémoire de la relégation. Alors c'est en outre dans les espaces réels de relégation, camps d'accueil, hameaux forestiers ou cités urbaines, que naît réellement la figure de fils de harki. Comme si, écrivent Jean-Jacques Jordi et Mouanda Moumou, comme si, à défaut d'autre héritage, seule la qualité d'ancien supplétif pouvait se transmettre. Selon Djamel ou Béchou, cela signifie plus qu'hériter de l'arrachement au lieu originaire. Cela signifie, comme c'est indiqué dans les citations que vous avez ici, se définir par son enracinement dans un déracinement et son ancrage consécutif dans le silence. La question du déracinement, de l'arrachement à l'origine, de la dépossession du passé, donc du déracinement de l'identité, revenant de manière évidemment récurrente. Alors cette dépossession se joue aussi très concrètement dans l'expérience d'une enfance parquée. Et ce qui est très bien montré dans Moz de Zahia Rahmani, où l'arrivée dans le camp est évoquée comme moment inaugural d'une vie qui va désormais, au moins au stade de son enfance, se définir essentiellement par la relégation forcée. Donc ici, la citation de Zahia Rahmani qui évoque cette arrivée dans le camp, comme on la voit dans d'autres conflits. Nous sommes descendus des camps, il y avait des baraquements et des tentes, des tours de guet vides, des haut-parleurs qui servaient à rien, des barbelés rouillés, etc. Donc, une mémoire concrète des camps, bien sûr, liée à l'enfance, mais également une sinistre mémoire qui habite déjà ces camps. Parce que, comme vous le savez, évidemment, il y a déjà une mémoire historique de la rétention dans ces camps. Fatima Besnassi le rappelle en deux temps. Elle rappelle que le camp militaire, d'abord de Rivesaltes, sert de centre de triage au moment de l'arrivée des harkis, avec des redirections en fonction de la capacité de travail ou non, des séparations également de familles. Mais elle rappelle, au-delà de cette vocation de triage, que ces baraques servaient de logement également aux familles. Ces baraques qui servent de logement à sa famille avaient servi quelques années plus tôt à d'autres victimes de l'histoire, internement des réfugiés espagnols dans les années 30, puis évidemment internement des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Et l'enfant, dit-elle, d'une certaine manière, sans que ces histoires soient explicitement évoquées durant la vie du camp, sans cette réclusion parmi des âmes souffrantes d'autres victimes de l'histoire qui hantent les lieux. Et le travail mémoriel qui sera fait après, une fois devenu adulte, prendra en compte très lourdement, si vous voulez, cette mémoire antérieure du lieu.
Fatima Besnassi-Lankou, d'ailleurs, souligne, en revenant dans le camp de Bourg-Lastic, où elle a grandi dans les années 90, elle souligne qu'elle a découvert encore une administration, mais une présence militaire dans ces camps, et la présence de Kurdes qui fuyaient également leur destin et qui occupaient encore ce camp dans leur exil terrible. Donc le camp est bien, au dire et dans les témoignages de ces auteurs, le lieu emblématique d'une sordide répétition de l'histoire. Il n'offre aux enfants et à leurs familles bien sûr qu'une vie de réfugiés avec pour seul horizon les barbelés de la caserne qui lui donnent l'allure d'une prison. Et Fatima Besnassi-Lankou témoigne assez facilement dans des interventions publiques à quel point la relégation a marqué durablement tous ceux qui grandissent là, avec non seulement un sentiment complexe d'abandon, mais également de paradoxale protection. Elle-même n'ayant pas quitté le camp avant l'âge de 25 ans, elle n'en sortait qu'avec sa voiture pour aller faire ses études, mais retrouver le camp le soir, explique que le franchissement de cette frontière du camp est une inquiétante rupture hors d'un monde qui est finalement le monde protecteur de l'enfance, et que finalement il faut apprendre à vivre hors du camp une fois devenu adulte. Ce qui m'amène à l'autre trait récurrent qui transite non seulement d'une génération à l'autre, mais encore d'une histoire à une autre, c'est bien sûr l'idée des douleurs psychiques, de l'engrenage d'autodestruction dont procède également l'aphasie qui se dit dans tous ces textes. Le camp prolonge bien évidemment d'abord pour les internés et leurs enfants une vie de colonisés, donc perpétue à ce titre les mêmes complexes et les mêmes hantises de l'avenir, dont parmi lesquels la privation de reconnaissance symbolique, mais également juridique, ce qui amène à Joël Mété en particulier à évoquer à propos de ce camp, de manière peut-être un peu outrancière, mais néanmoins, l'idée d'un microcosme totalitaire, d'une véritable machine de guerre permanente, dont les habitants, dit-il, reclus, sont assignés à vivre dans des espaces hors la loi. Et effectivement, il faudrait l'analyser dans la précision du dispositif, ça a été fait, mais le dispositif disciplinaire condamne effectivement les parents et leurs enfants à un espace qui est en dehors d'un certain nombre de lois de la République. Dalila Kershouch évoque à ce sujet les blessures irréversibles de cette mémoire dont elle dit qu'elle est écorchée au barbelé de son passé. Elle affirme se sentir écrasée par un drame que ses mots égratignent à peine, et évoque à propos de ce camp la réalité abjecte d'un ghetto coupé du monde qui, en quelque sorte, matérialise l'expérience de l'enfant paria. Et je pensais, c'est une question que j'aimerais poser d'ailleurs à Annette Becker après, le lien qu'il peut y avoir effectivement entre un certain nombre de déplacements de population ou de relégation de population et ensuite le développement de phénomènes de bandes d'enfants ou d'enfants ou délinquance infantile qu'on peut lier à ces contextes-là et qui partent effectivement de ce ghetto du déplacement et du camp. Donc, en bref, la description physique du camp, les ruines cachées par les touffus, les vieilles baraques, là ce sont des extraits de Dalila Kershouch, les vieilles baraques cassées, jonchées de gravats et de fragments de souvenirs, le triste décor de cette relégation, exprime en réalité, matérialise le ghetto, évidemment, dont l'image dépasse très largement la réalité matérielle. Alors, toute dernière analyse, mais très rapide, l'enfermement, l'aphasie, l'enfermement passe par cette mention inévitable de l'aphasie. L'expatrié, dit de manière générale Assia Djebar, après la blessure de l'amputation, est stupéfié, atteint de mutisme, d'un silence forcé. C'est une analyse générale pour l'expatrié, mais il est évident que dans les textes des enfants de Harki, l'idée d'un silence obstiné des pères, des questions sans réponse, des pères et des mères d'ailleurs, également très, très présente, l'idée d'une fêlure intime, du chagrin secret qui n'a pas trouvé de mots
pendant l'enfance, qui n'a pas rencontré de réponse, eh bien se retrouve dans l'ensemble de ces témoignages. Et finalement, le seul héritage commun transmis dans cette absence de transmission, c'est bien ce silence et cette mémoire qui ne se dit pas. Alors, la traumatisation transgénérationnelle peut naître de cela. D'ailleurs, les auteurs se sont très souvent engagés dans des processus d'écriture quand ils ont eu eux-mêmes des enfants. Fatima Besnassi-Lankou l'exprime très clairement qu'il s'agissait de ne pas transmettre elle-même cette aphasie, ce silence, et qu'il s'agissait d'échapper dans sa propre famille à un mode de transmission aliénante qui a pu être défini dans beaucoup d'autres cadres et sur laquelle je ne voudrais pas trop m'étendre ici parce que ça prendrait un peu de temps. Dernier trait néanmoins sur lequel je souhaiterais m'arrêter, c'est le contexte de réparation dans lequel se sont produites ces représentations. Alors il est vrai qu'écrire, c'est très souvent plaider pour les siens, pour la parentèle, pour les aïeux, les parents, ça fait partie de la transmission de l'écriture, mais Pierre Michon l'a souligné, celui qui écrit au bout de la chaîne des siens, c'est le grand coupable, c'est celui qui porte finalement le poids des fautes et doit faire face à cette culpabilité. Mais d'une certaine manière, les récits de Zahia Rahmani, Dalila Kershouch et bien d'autres font retour vers l'histoire algérienne, non pas seulement pour y retrouver l'image de la faute des parents et pour régler cette faute, mais bien au contraire pour répondre à cette extrême culpabilisation, évidemment, qui a été produite autour de notamment la figure du harki. Et l'écriture procède, notamment chez Zahia Rahmani, à un paradoxal don du père mort, de la mort du père, qui permet de se défaire elle-même du fardeau et d'élaborer un dispositif imaginaire du procès en réparation. Alors, elle l'explique très bien, que par l'écriture, elle s'expose, elle expose son père, elle le réduit, elle le remet sur un terrain public, elle le continue également avec l'idée du legs ou de l'exécution testamentaire, qu'elle est donc en quelque sorte parole de mort, évidemment, parole pour ce mort. Mais il est bien évident que dans le contexte particulier de la guerre d'Algérie, cette entreprise est liée à ce que Henri Rousseau a pu appeler à propos d'autres temps le syndrome de Vichy, qui peut se transposer partiellement ici. Zahia Rahmani, fille d'un père suicidé, harki, est en quelque sorte victime d'un oubli commandé dont procède en particulier, bien sûr, la loi d'amnistie qui pèse sur les événements de la guerre d'Algérie et leurs suites, interdisant légalement accusation, condamnation et imposition de la peine. Donc, face à cette disparition des responsables, le texte de Zahia Rahmani s'écrit comme fiction d'un procès en réparation qui n'a pas eu lieu publiquement, qui ne peut pas avoir lieu. Et toute cette fiction du dissensus, qui est extrêmement fréquente dans ces textes, permet aux griefs d'échapper à leur vie souterraine malsaine. D'une certaine manière, le dissensus va permettre d'exprimer ce procès sous les formes rhétoriques de la plaidoirie, de la polémique, de l'interrogatoire, de la commission d'enquête, toute modalité fictive que l'on retrouve dans le texte de Zahia Rahmani, dans ces modalités donc qui entretiennent un discours constamment contradictoire, comme le discours du procès qui n'a pas eu lieu. Et finalement, le procès s'inverse, bien évidemment, non pour ne plus être le procès du père harki, mais pour être le procès de la défiguration imposée à une identité. Et les dernières images qui me semblent particulièrement frappantes et qui devraient faire l'objet d'une analyse plus poussée, sont ces images de la défiguration, de l'ablation, de l'amputation, que Zahia Rahmani attribue à elle-même. On m'a défiguré, qui suis-je? Quel visage dois-je présenter? Dois-je vivre avec lui qui m'a défiguré? Il y a comme un trou d'identité, c'est difficile à vivre, aussi difficile à vivre qu'une ablation vécue dont il faut supporter le manque. Ce membre-là ne m'a pas été rendu, ni même échangé. Cette justice-là m'a manqué.
Alors, on peut ainsi conclure de ce parcours forcément un peu trop rapide sur la richesse des configurations imaginaires, telles que celles qui sont mises en place ici par Zahia Rahmani, et qui expriment la relégation de 2 générations, et ce passage d'une génération à l'autre dans la relégation. J'ai parlé assez peu de ce contexte social de réparation. C'est vrai qu'il y a eu tout un contexte concomitant de constitution d'associations. Fatima Besnassi Lankou est présidente de l'association Harki et Droits de l'Homme. Le chercheur Mohand Amoumou, qui a lancé un peu ses recherches sur la communauté Harki en histoire et sociologie, est président de l'association Agir. Il y a ce contexte de demande de réparation, évidemment, dont on a vu des répercussions sur le champ politique. Mais il est bien évidemment ici déplacé sur une scène symbolique quand l'écriture se fait elle-même fiction de la réparation, qui est par ailleurs demandée sur la scène politique. Et je dirais que ça n'est pas un hasard si ces textes sont extrêmement tardifs. En réalité, la rétrospection là prend un sens par rapport au rôle qu'il joue dans le terrain social. Mais si on revient à ce dont j'étais partie, à l'analyse du point de vue infantile, qui a été reconstitué après coup dans le récit, on peut dire qu'il marque bien la diversité des stratégies de récupération de la parole dans les profondeurs de l'imaginaire, et également la variété des mises en intrigue du témoignage, telles qu'on peut les analyser en littérature. Je vous remercie.